Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Les éditions Max Milo présentent Quand l'aluminium nous empoisonne, enquête sur un scandale sanitaire. De Virginie Bell. Quel est le point commun entre l'eau du robinet, le fromage, les biscuits, les crèmes nourrissantes, le fond de teint, le rouge à lèvres, les déodorants, le lait en poudre, les vaccins, les œufs? Tous ces produits contiennent de l'aluminium. Une substance nocive, révèle cette enquête exclusive et exhaustive. Quel est le point commun entre Alzheimer, Parkinson, l'épilepsie, l'anémie, la fatigue chronique, le diabète, la myofasciite à macrophages, l'asthme? Toutes ces maladies mettent en cause de trop fortes doses d'aluminium. Or, ces doses sont sous-estimées par les autorités sanitaires. Que dire des vaccins obligatoires, diphtérie, tétanos, poliomyélite, imposés aux enfants dont la totalité concentre jusqu'à 8 d'aluminium, alors que le seuil critique s'établit à 1,5 mg par dose? Que penser du syndrome de la guerre du Golfe, dont souffrent plus de 175 000 soldats, qui ne serait pas dû aux gaz eux-mêmes, mais aux batteries de vaccins préventifs que ces hommes ont subies? L'auteur a rencontré des témoins qui pour la première fois brisent la loi du silence. Cette enquête s'appuie aussi sur les conclusions récentes des plus grands spécialistes de la santé. Le Comité consultatif mondial de l'OMS, les recherches de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, du Comité supérieur d'hygiène publique de France, de la Direction générale de la santé et de nombreuses études scientifiques internationales. Virginie Bell est journaliste. Elle a notamment travaillé au Parisien et à France Soir. Des notes sont disponibles sur les éditions numériques et papier du livre. Nous vivons dans ce que j'appellerais l'âge de l'aluminium, en référence aux âges de fer ou du bronze du passé, et par conséquent, nous sommes tous en train d'accumuler, avec l'âge, une charge d'aluminium. Bien que l'aluminium n'ait pas de fonction essentielle dans la vie, il est très bioréactif. N'oublions pas qu'il est la cause de la mort des poissons dans les lacs touchés par les pluies acides. Cela, répétons-le, devrait suffire en soi pour vouloir connaître les répercussions de cette charge corporelle croissante de l'aluminium sur la santé humaine. Bien que la seule curiosité ne puisse plus être une raison valable pour financer la recherche, l'évidente nécessité de prouver l'innocuité du métal le plus utilisé sur la planète devrait justifier, à tout le moins, un minimum de subvention. Professeur Christopher Exley, maître de conférences en chimie bio-inorganique au Centre Birchall, à l'Université de Kiel, Grande-Bretagne. Chapitre 1. Que cache l'aluminium? Un métal sans rôle biologique connu et neurotoxique. Vous viendrait-il à l'idée de grignoter votre papier d'aluminium, ou de croquer gaiement dans la portière de votre voiture? Non. Et pourtant, chaque jour, vous buvez l'eau du robinet, vous mangez une portion de fromage fondu sur une tartine de pain, suivie de quelques biscuits pour le goûter. Le matin, vous enduisez votre peau de crème nourrissante, avant de mettre une légère couche de fond de teint, un soupçon de rouge à lèvres. Puis, un peu de déodorant antiperspirant, destiné à masquer les odeurs peu convenables et ainsi préserver votre entourage. Au soleil, l'écran total est de mise, vanté pour préserver l'épiderme des UV. Dans les premiers mois de sa vie, bébé dévore un réconfortant biberon de lait en poudre avant sa consultation chez le pédiatre où il s'acquittera de ses vaccinations. Eh bien, dans chacun de ces actes, vous croisez la route de l'aluminium. Il se fait oublier tel un caméléon, se fondant littéralement dans nos produits quotidiens. Si la découverte de ce métal, le plus abondant au sein de l'écorce terrestre, est relativement récente au regard de l'or ou du cuivre connu depuis l'Antiquité, son utilisation s'est répandue comme une traînée de poudre. Transport, bâtiment, pyrotechnie, encre d'imprimerie, tannage des pots, puis emballage, dont nos bien connues canettes de soda, électroménager. Peu à peu et dans la plus grande discrétion, les sels d'aluminium ont investi des secteurs inattendus. Ils entrent désormais dans la composition de laits maternels industriels, d'additifs et colorants alimentaires, de médicaments, pansements gastriques, antiacides, adjuvants de vaccins et d'extraits allergéniques, de certains cosmétiques, antiperspirants, crèmes solaires, produits de soins du visage et du corps, de maquillage et de démaquillage, de céramique en chirurgie orthopédique et dentaire.
Ils sont également utilisés dans le processus de traitement de l'eau potable. Pourtant, à l'origine, notre organisme n'a que faire de cet alu embarrassant. Il n'a aucune fonction biologique reconnue, au contraire des oligoéléments tels que le fer ou le zinc. Notre mécanique aurait même une heureuse tendance à vouloir le chasser le plus rapidement possible, en l'excrétant par les reins. Il n'a pas sa place dans nos tissus, notre peau, notre sang, nos organes. Nous devenons pourtant, dès notre naissance, des hôtes conciliants, à notre insu. Pourquoi avoir forcé les lois de la nature? Sa présence est-elle indispensable dans nos produits de consommation courante? Et quelle incidence ce micmac peut-il avoir sur la santé? Elle est bien loin l'ère de nos aïeux, où l'on se contentait des fruits et légumes du jardin, où l'on prenait le temps de cuisiner les plats avec les ressources de proximité. Nous vivons depuis plusieurs décennies au cœur d'une société de consommation moderne, qui a engendré bien des bouleversements sur notre façon de nous alimenter ou de nous soigner, avec l'émancipation de la médecine préventive et son lot de vaccins destinés à nous protéger de nombreuses maladies. Bien fait d'un côté, les populations sont mieux nourries, de nombreuses pathologies ont été endiguées grâce à la vaccination, aidées en cela par une hygiène mieux adaptée. Le revers de la médaille. L'effet boomerang. Cette nouvelle ère nous expose à des molécules mal comprises, peu étudiées. Nous ignorons de fait la composition exacte des aliments que nous ingérons, et dont les effets sur notre santé peuvent se révéler redoutables. L'aluminium, pour ne citer que lui, a longtemps été considéré comme inoffensif. Il peut pourtant se révéler dangereux pour les plantes, les animaux et les hommes. Les premiers signes de toxicité chez l'homme ont été décrits en 1921. Un métallurgiste qui trempait des pièces chauffées au rouge dans un bain d'acide nitrique, en utilisant un support en aluminium, développa une atteinte du système nerveux central, autrement appelée encéphalite. Plusieurs autres cas suivront, chez des professionnels de l'industrie, intoxiqués par voie respiratoire. Mais il faudra attendre l'article du Dr Alfray, en 1976, qui décrivit les premiers cas de démence, chez les insuffisants rénaux sous dialyse, pour susciter de véritables interrogations au sein de la communauté scientifique. Les patients souffraient de troubles de la parole, suivis d'une détérioration intellectuelle, de troubles de l'équilibre, de l'humeur et de la personnalité, de contractions brèves et involontaires des muscles, d'atteintes psychiatriques, troubles de la personnalité, dépression, hallucinations, pouvant en quelques mois conduire au décès. Une panoplie de symptômes inquiétants, qui rappellent étrangement ceux de la maladie d'Alzheimer. Ces graves perturbations permirent aux chercheurs d'établir le lien entre la concentration d'aluminium dans l'eau utilisée pour préparer le dialysa et ces démences. En effet, l'aluminium passé dans le sang et du fait de l'insuffisance rénale n'était pas éliminé, s'accumulant dans de nombreux tissus, dont le cerveau, et entraînant ces troubles neurologiques. Ces fortes doses d'aluminium se révélèrent également toxiques pour les os, entraînant des douleurs articulaires, une décalcification osseuse et des anémies. À partir des années 70, l'aluminium fut donc reconnu comme neurotoxique, lui dont personne n'avait jamais réellement suspecté la nocivité. Mais on cantonna sa dangerosité à une partie bien ciblée de la population, déduisant un peu hâtivement que le dysfonctionnement des reins, qui empêchait l'élimination de l'aluminium, était en quelque sorte le seul responsable de ces troubles. Une conclusion somme toute pratique, qui permit de ne pas explorer plus avant l'impact de ce métal sur la santé. Hélas. Quelques années plus tard, d'autres cas d'encéphalite imputables à cette substance furent rapportés chez des malades dont on avait dû ouvrir la boîte crânienne. La reconstruction osseuse du crâne mettait en contact direct le ciment chirurgical à base d'aluminium avec le liquide céphalorachidien. Les patients développèrent eux aussi de graves altérations neurologiques. Les constatations furent identiques. Les concentrations d'aluminium observées dans le cerveau étaient de 9,3 microgrammes par litre, contre des concentrations inférieures à 2 microgrammes par litre dans des conditions normales. Dans les années 90, il fut établi que l'aluminium pouvait franchir les barrières naturelles de l'organisme, censées nous protéger des effets délétères de substances toxiques, en les évacuant rapidement par l'urine,
les fesses ou la sueur par exemple. On réduisit donc la teneur en aluminium dans les eaux de dialyse, et l'on interdit ces cols entrant directement en contact avec le cerveau. Les épidémies de démence furent enrayées, mais les mécanismes de toxicité de l'aluminium restèrent obscurs et inexpliqués. Et personne ne s'inquiéta de l'exposition à l'aluminium subie par la population lambda, qui absorbe chaque jour, certes à des doses moins élevées, ce métal sans le savoir. Un chariot plein d'aluminium. L'agence européenne tire la sonnette d'alarme. Chaque semaine, une balade dans les rayons du supermarché, obligatoire pour nourrir la petite famille, s'impose. Au gré des rayons, on remplit le chariot. Du riz, du pain, un paquet de brioches, du lait en poudre, 1 kilo de farine, des céréales, une laitue, quelques radis, du sel, des fruits confits, un paquet de bonbons et autres biscuits pour les enfants, des saucisses, des abats, quelques coquillages, un peu de fromage à pâte dure et des portions de fromage fondu, un paquet de chewing-gum, du thé, du cacao, une boîte de sucre en poudre. Voilà de quoi ramener un bon stock d'aluminium à la maison. L'aluminium que nous absorbons, s'il est présent naturellement dans les aliments tels que les céréales, les légumes, champignons, épinards, radis et laitues, et les boissons, thé et cacao, provient également des additifs, agents raffermissants et autres colorants alimentaires ajoutés aux préparations issues de l'industrie. Ces additifs, colorants et autres agents ont-ils des vertus nutritionnelles? Absolument aucune. Leur rôle se limite à rendre les aliments plus beaux, plus attrayants ou plus fermes. Ils aident également à la conservation de nos denrées venues du bout du monde ou de la région d'à côté. L'augmentation de consommation de produits issus de l'industrie agroalimentaire entraîne une exposition croissante de la population à l'aluminium. À cela s'ajoute la migration de l'aluminium depuis les récipients utilisés pour la cuisine. Un groupe scientifique européen a constaté que, en présence d'acide et de sel, l'utilisation de casseroles et de saladiers en aluminium et de papier d'aluminium ménager pour des aliments comme la compote de pommes, la rhubarbe, la purée de tomates ou les harengs salés pourrait entraîner une augmentation des concentrations en aluminium dans ces aliments. La faible absorption digestive de l'aluminium chez une personne en bonne santé a longtemps garanti à ce métal un statut d'innocuité. Quelle importance, finalement, d'avaler quelques milligrammes d'alu? Ce n'est pas si grave. Pas si sûr. Plusieurs études scientifiques sur les animaux ont démontré des effets nocifs sur les testicules, les embryons et le système nerveux mature ou en développement suite à l'ajout d'aluminium dans les aliments. Informé de ces résultats, le comité mixte FAO-OMS d'experts des additifs alimentaires a réagi et réduit de façon drastique la dose hebdomadaire admissible, DHA, d'aluminium. Cette décision s'est accompagnée d'une surveillance accrue, laquelle a permis en novembre 2008 à l'Autorité européenne de sécurité des aliments, EFSA, European Food Safety Authority, de tirer à nouveau la sonnette d'alarme. L'exposition à l'aluminium était trop élevée dans de nombreux régimes alimentaires. La dose hebdomadaire admissible est largement dépassée chez certains groupes de la population, en particulier chez les enfants, qui consomment régulièrement des aliments qui contiennent des additifs comportant de l'aluminium. Et les nourrissons ne sont pas épargnés. Ainsi, ceux de 3 mois sont exposés à l'aluminium via les préparations à base de lait en poudre et 10 fois plus que les bébés nourris au sein. Constat d'autant plus inquiétant qu'après absorption, l'aluminium peut persister très longtemps dans l'organisme. Il se répartit dans les tissus et s'accumule dans certains d'entre eux, en particulier dans les os. L'aluminium peut pénétrer dans le cerveau, ou encore atteindre le placenta et le fœtus chez les femmes enceintes. En revanche, bien qu'à des niveaux élevés d'exposition, certains composés aluminiques puissent endommager l'ADN. Le groupe scientifique européen a considéré qu'il était improbable que cet effet soit important chez les êtres humains exposés à l'aluminium par la voie alimentaire, sans pour autant en établir la certitude. Un perturbateur endocrinien, également présent dans nos cosmétiques. L'objet n'est pas ici d'effrayer, mais de sensibiliser parents, familles ou médecins sur les effets a priori anodins des aliments que nous mangeons, que nous buvons,
ou des médicaments auxquels nous sommes exposés. Peut-être avez-vous entendu parler des perturbateurs endocriniens, un nom peu avenant pour décrire des substances qui miment l'action de nos hormones et qui sont susceptibles d'affecter la reproduction ou d'altérer d'autres fonctions et comportements comme la croissance, l'appétit, le sommeil. Parmi eux, on connaît le bisphénol A, présent dans de nombreux plastiques, ou certains pesticides. On s'est cantonné jusque-là aux substances chimiques pour qualifier ces perturbateurs. Au cours de ces dernières années pourtant, il a été montré que des ions métalliques étaient également capables d'interférer avec le métabolisme des œstrogènes, hormones sexuelles des femmes. Parmi lesquels, l'aluminium. L'action des perturbateurs endocriniens est loin d'être anodine. Ils ont été mis en cause dans un certain nombre d'affections comme les cancers hormonodépendants notamment, à savoir les cancers du sein et des ovaires chez les femmes ou de la prostate chez les hommes. Or, on ignore la présence de l'aluminium dans nos rouges à lèvres, nos vernis à ongles, nos fonds de teint, nos crèmes de soins. Dans ce groupe de produits, même constat que pour les aliments. D'une manière générale, on a considéré que l'aluminium était peu absorbé par la peau. Sa présence semblait donc inoffensive. Des scientifiques de l'université de Kiel ont pourtant émis des doutes sur la sécurité des écrans solaires et totaux, après avoir mesuré le taux d'aluminium de 7 de ces produits. Ce métal était présent dans chacun d'entre eux et figurait en quantité importante dans 3 des cosmétiques testés. Une seule application équivaudrait à 200 mg d'aluminium sur la peau. Les directives de l'OMS conseillent de renouveler l'application du produit toutes les 2 heures. Une journée moyenne à se dorer sur la plage se traduit donc par l'application de 1 g d'aluminium. Ce qui peut effectivement paraître très peu, mais les sels d'aluminium s'accumulent via la peau, qui est perméable, et sont acheminés vers d'autres endroits du corps. Ainsi, selon les chercheurs, il est très probable que l'utilisation quotidienne des écrans solaires écrans totaux constitue une participation, non reconnue à ce jour, dans la charge d'aluminium corporelle humaine de ce métal non essentiel. Son action potentielle pourrait accroître les dommages oxydants de la peau, qui contribuent notamment à son vieillissement, et être liés à l'incidence du cancer de la peau. Autre produit phare sur la sellette, le déodorant. Après avoir bien bronzé, on se refait une beauté. Il fait chaud, il est urgent de ne pas oublier un petit spray de produits antiperspirants pour conserver la bienveillance de nos amis à l'heure de l'apéro. Déodorant pouvant contenir jusqu'à 20% d'aluminium. Une saisine de l'UFC Que Choisir, en février 2000, sur « Les dangers liés à la présence d'aluminium dans l'environnement des consommateurs à travers toutes les sources d'entrée » a poussé les agences de santé à se pencher sur ce problème. Bien que des études complémentaires notamment de pénétration transcutanée soient nécessaires afin de conforter cette évaluation, les données concernant l'innocuité des produits cosmétiques contenant de l'aluminium semblent satisfaisantes, concluait l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, en 2008. En dépit de ces conclusions rassurantes, plusieurs questions restent cependant en suspens. Pourquoi les cancers du sein sont-ils si souvent situés dans le cadran supérieur externe? Pourquoi la fréquence de cette localisation semble-t-elle augmenter avec le temps, de 31% des cas dans une étude de 1926 à 61% dans une autre de 1994, s'interroge Fabienne Malesson, du mensuel Que Choisir. La question intrigue le Dr Philippe Adarbre, de l'Université de Reading, au Royaume-Uni. Pour elle, le cadran supérieur externe étant proche de l'aisselle et celle-ci étant chez de nombreuses femmes, le réceptacle quotidien de produits chimiques dont l'innocuité n'est pas toujours établie. L'hypothèse déodorant et antitranspirant mérite qu'on s'y attarde. Parmi les ingrédients de ces cosmétiques retenant son attention, l'aluminium, largement employé pour ses vertus antiperspirantes, ajoute la journaliste. En réponse à ces inquiétudes, en 2007, la teneur en aluminium des tissus du sein de 17 patientes de l'hôpital Wilhelmshaven à Manchester, atteintes de cancer, a été mesurée par des chercheurs anglais. Ils ont montré qu'il existe une répartition régionale de l'aluminium dans les tissus mammaires, avec une concentration significativement plus élevée dans la région de la poitrine la plus proche de l'aisselle, pouvant s'expliquer par une plus forte densité d'application de déodorants antitranspirants.
Pour eux, cette distribution spécifique d'aluminium dans les tissus mammaires est susceptible d'avoir des implications dans les causes du cancer du sein, étant acquis que l'aluminium endommage l'ADN et est un perturbateur endocrinien dont l'action est cancérigène. Les chercheurs n'ont toutefois pas apporté la preuve directe que l'aluminium mesuré dans ces biopsies provenait bien des déodorants. Il faut attendre 2 ans plus tard, en 2009, pour que la chercheuse britannique Philippa Darbre précise. Un nombre important de produits cosmétiques comme les déodorants anti-sudorifiques, les lotions, vaporisateurs ou crèmes hydratantes pour le corps, les crèmes raffermissantes pour les seins et les produits solaires, est appliqué sur et autour de la poitrine, souvent plusieurs fois par jour. Ces produits ne sont pas rincés, mais laissés sur la peau, provoquant une exposition continue par voie cutanée, pouvant être amplifiée par des écorchures de la peau créées par le rasage. Bien que les produits cosmétiques aient été utilisés dès 3500 avant Jésus-Christ en Égypte ancienne, la commercialisation de masse de ces dernières décennies a conduit à une exposition sans précédent de la population mondiale. Le lien proposé entre le cancer du sein et l'application de produits chimiques cosmétiques à effet œstrogène et ou ayant des propriétés génotoxiques fournit une base évidente d'hypothèses pour la poursuite des essais. Si l'utilisation de produits cosmétiques sous les aisselles est un facteur dans le développement du cancer du sein, alors les options pour la prévention pourraient enfin devenir une réalité grâce à des décisions individuelles de cesser leur usage ou par des modifications de formulation des produits. Notons d'ailleurs ici un cas particulier confirmant le lien entre les déodorants utilisés pour bloquer la transpiration, leur teneur en aluminium et leur incidence sur la santé. En 2004, le Dr Olivier Guillard, chercheur en biochimie à la faculté de médecine de Poitiers, et son équipe ont suivi une femme de 43 ans se plaignant d'une immense fatigue et de douleurs diffuses. Elle présentait des concentrations sanguines d'aluminium élevées. Après avoir analysé les différentes voies d'exposition auxquelles elle avait été soumise, l'équipe médicale découvrit qu'elle se servait d'un antitranspirant à base d'aluminium depuis 4 ans. L'arrêt de l'utilisation de ce produit a réduit sa concentration plasmatique en aluminium jusque dans les limites de la normale et entraîné la disparition de ses symptômes de surcharge. Plusieurs mois plus tard, sa fatigue disparut. Si ce cas est édifiant, il reste rare et pourrait constituer un cas d'hypersensibilité individuelle. Il n'en demeure pas moins que les dernières études relatives à l'utilisation de l'aluminium dans les cosmétiques soulèvent à nouveau la question de la sécurité des produits chimiques qu'ils contiennent et leur incidence sur notre santé. Aujourd'hui, d'ailleurs, les consommateurs ont le loisir de constater que le sans-aluminium est devenu un argument de vente des déodorants. Les travailleurs de l'aluminium, cancer et détérioration intellectuelle. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.